Bonjour à tout le monde, merci d'être venu pour cette conférence. Donc Aude, ça fait 2 fois qu'elle vient à Terrasson nous présenter et elle est très attachée à Terrasson. Voilà. Par son grand-père Joseph Veil, dont elle a bien expliqué tout ça, c'est pas moi qui vais le faire. Et merci à Aude qui nous vient quand même de Montigny-les-Metz, donc elle fait 750 km hier pour venir faire cette conférence. On voit cette attachement bien quand même à Terrasson. Donc merci bien. Et voilà. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous vouliez dire un petit mot. Madame Grégoire, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion, un immense honneur, que je prends la parole ce soir pour ouvrir cette conférence intitulée « Le docteur Joseph Weiss, ses combats depuis Terrasson, octobre 1939, mars 1943 ». Présentée par vous, madame, petite fille du docteur Weiss, ici dans notre maison du patrimoine. Nous sommes réunis pour rendre hommage à une figure d'exception, un homme dont le courage, l'humanité et la détermination ont profondément marqué l'histoire de notre commune. Le docteur Joseph Veil, médecin alsacien, trouva refuge à Terrasson en 1939, fuyant les persécutions nazies. Depuis notre ville, il fit de son exil un tremplin pour mener une lutte exemplaire contre l'oppression et l'antisémitisme, dans une période parmi les plus sombres de notre histoire. À Terrasson, le docteur Veil ne se contenta pas d'exercer son métier de médecin avec dévouement. Face aux lois discriminatoires du régime de Vichy, qui lui interdisaient de pratiquer, il s'engagea avec une bravoure extraordinaire. En tant que directeur médical des œuvres de secours aux enfants, il orchestra des réseaux clandestins pour sauver des enfants juifs, les confiant à des familles d'accueil à la campagne, loin des rafles et des camps. Ces actions menées dans l'ombre et au péril de sa vie ont préservé des centaines de vies. Certains qui ont vécu ces heures sombres de notre histoire locale se souviennent et sont présents ce soir. Je pense notamment à la famille Larocchi, Roger Larocchi qui est avec nous. Terrasson, entre 1939 et 1943, fut plus qu'un refuge pour le docteur Veil et sa famille. Grâce à des habitants courageux, comme le secrétaire de mairie René Lascaux, qui le soutint auprès de sa vie, notre commune devint un foyer de résistance et de solidarité. Ces actes héroïques, souvent méconnus, sont ancrés dans notre mémoire collective et font la fierté de notre territoire. C'est précisément pour honorer et transmettre cette histoire que la municipalité a fait de cette maison, la Maison du Patrimoine, un lieu ressource dédié à l'histoire locale. Ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui incarne notre volonté de préserver et de partager le patrimoine de Terrasson-la-Ville-Dieu. Au-delà de l'histoire, la Maison du Patrimoine est également un espace vibrant, ouvert aux arts et à la culture de notre territoire, où se croisent les talents, les idées et les récits qui façonnent notre identité. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de vous accueillir, madame, à travers son regard personnel et intime, nous fait découvrir l'héritage de son grand-père. Je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour avoir accepté de donner cette conférence. Votre présence, madame, et votre engagement à perpétuer la mémoire du docteur Veil sont une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, cette histoire continue de vivre et d'éclairer les générations présentes et futures. Je remercie également Jérôme pour l'organisation de cet événement, ainsi que vous tous présents ce soir, pour votre intérêt et votre engagement à faire vivre cette mémoire. Je vous souhaite une très belle conférence et je vous remercie une nouvelle fois, madame. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être venu. Monsieur Larocchi, un immense merci. J'ai une nouvelle petite cousine là qu'on a découvert grâce à Jérôme aussi. Vous voyez, l'histoire et chaque fois, elle n'est jamais finie. C'est toujours, on découvre toujours autre chose. C'est un fil qu'on tire et c'est une pelote de laine qu'on déroule, parfois rapidement et parfois beaucoup moins rapidement. Donc cet après-midi, on va parler de mon grand-père qui était réfugié à Terrasson pendant la guerre jusqu'en 1943, jusqu'en mars 1943. Et j'ai divisé mon intervention en 3 parties. La première partie, c'est une famille juive alsacienne qui est réfugiée à Terrasson à partir de 1939. Ensuite, comme a dit Monsieur le maire, il va se mettre au service de l'OSE puisqu'il n'a plus le droit de travailler selon les statuts de Vichy. L'OSE, alors c'est
OSE, mais on dit OSE parce que c'est une organisation russe, donc l'œuvre de secours aux enfants, et on a l'habitude de dire OSE. Et cette partie au service de l'OSE, c'est à peu près de fin 1940, toute la guerre, mais à partir de à partir d'août 42, il n'y aura pas que l'OSE, ça sera vraiment au service de la vie, c'est-à-dire il faudra sauver les enfants en urgence des déportations, et ils vont arriver à faire ça avec une équipe qui était déjà un peu formée à Strasbourg avant, et avec d'autres personnes qui vont se greffer à cette équipe, et ils vont arriver à en sauver plusieurs centaines, voire milliers. Alors tout d'abord, avec nos petits ustensiles qui fonctionnent normalement. Alors voilà une photo de mes grands-parents. On a toujours été enfants quelque part et j'avais toujours eu une grande admiration pour mon grand-père et ma grand-mère aussi, qui était toujours à ses côtés. Là, vous nous voyez avec mon petit frère. Il y aura une petite sœur ensuite, mais elle n'est pas sur la photo. Et mon grand-père avait écrit, on savait qu'il avait fait des choses pendant la guerre, mais on ne savait pas trop quoi. Et on est une génération où la transmission orale ne s'est pas faite. Elle s'est faite par l'écrit. Et il avait écrit une autobiographie fin des années 70, donc elle est assez maltraitée, comme vous voyez. Le combat d'injuste, en fait, ce n'était pas le titre au début, le titre c'était Déjà. Il l'avait écrite et c'est mes oncles qui ont un peu refait ce livre et qui l'ont réédité. Mais la première édition s'appelle Déjà et il y a quelques annexes qui n'ont pas été dans ce livre. Donc je me suis servie pour écrire un livre sur lui, pour écrire sa biographie de ce livre-là qui est très important. D'un autre qui s'appelle Contribution à l'histoire des camps d'internement. C'est le premier livre en 1946 qui paraît sur les camps d'internement du sud de la France. Et c'est une histoire dont on n'entendra pas parler tout de suite. Et il faudra le livre d'Anne Grambert, Les camps de la honte, pour retrouver ces camps d'internement. Donc là-dedans, il y a beaucoup de rapports, etc. Mais c'est un livre très important parce que c'est le premier. La mémoire est encore assez vive en 1946 de ce qui s'est passé avant. Alors le début de cette histoire, donc vous voyez, j'avais dans l'idée de faire quelque chose au sujet de mon grand-père, mais je ne savais pas quoi. J'avais ce livre, le blanc, le combat d'injuste, dans ma table de nuit toujours. Et on est une génération aussi où on ne parlait pas trop de la Shoah, des camps de concentration, etc. Le premier choc un peu de ces camps de concentration, de ce que c'était un film en 1979, américain, avec Meryl Streep d'ailleurs, hein, je crois. Et là, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Ensuite, il y a eu le procès Barbie, auquel je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tellement fait attention alors que c'était très important. Et quand je me suis mariée, en 88, j'ai commencé à m'intéresser, à voir des émissions sur le sujet, etc. et à découvrir Georges Champrin. Et c'est par Georges Champrin que j'ai découvert ce qu'avait été la Shoah et ses livres, différents de ses livres. Le temps passe, je travaille un peu, j'ai des enfants, et un jour, une journaliste téléphone à mon père de FR3 à Lyon pour aller faire un reportage sur le camp de Rivesaltes, sur Montpellier, etc. Nous sommes en 2009. Mon père me dit « Écoute Aude, je le fais avec toi » parce que j'avais commencé un peu à regarder à être un peu plus concentrée sur le sujet. Et c'est la visite au camp de Rivesaltes. Je ne connaissais que le nom du vin, je ne connaissais pas du tout ce camp, qui fait 600 hectares, avec un historien, avec une équipe de journalistes. Et j'ai vu ce que mon grand-père avait fait dans ce camp, qui est énorme, qui était à l'abandon. Maintenant, c'est un mémorial. Il y a une partie du camp qui est consacrée à la mémoire, enfin. Et j'ai découvert plein de choses à ce moment-là et j'ai rencontré un homme qui s'appelait Paul Niedermann, qui était enfant pendant la guerre et qui a fait le camp de Gurs, le camp de Rivesaltes, la maison d'Isieux et qui arrivera à être sauvé et qui témoigne quand il est à la retraite, et c'est là que je le rencontre. Et là, tout est parti. J'ai dit, je ne peux pas laisser en 2010 cette mémoire éteinte. Il faut que je transmette cette mémoire. J'ai plus de facilité peut-être un peu à l'oral qu'à l'écrit, mais le livre
depuis ce temps, depuis 2010, donc avec les recherches, j'ai découvert les archives, etc. Sera, j'espère, fini cette année. Et voilà, mais on découvre toujours autre chose. Voilà en introduction. Donc, mon grand-père, il est né à Bouxwiller, c'est un petit village qui est, pas un petit village, une petite ville, qui est près de Strasbourg. Il est fils d'un rabbin, le rabbin de Bouxwiller. Il va avoir une éducation en même temps à l'école, avec très variée. Et son père va aussi leur enseigner aux 4 enfants. Ils sont 2 filles, enfin, il y aura 2 filles, 2 garçons. Joseph, c'est le petit dernier. Et il va devenir médecin parce qu'il se dit, sous n'importe quel régime, on aura toujours besoin d'un médecin, et un médecin peut servir. Il avait entendu chez ses parents des Russes qui arrivaient, des Polonais sur des pogroms, il avait entendu ça petit, et il s'est dit que la condition d'être juif, c'est particulier, il y a un poids qui est sur les épaules. Donc il va faire ses études de médecine à Strasbourg avec son... Bonjour monsieur. Avec son frère Élie. Bonjour monsieur. Et il sera diplômé en 1930. Et il aura eu un maître en médecine, il en a eu plusieurs, mais vraiment un qui s'appelait Léon Blum, rien à voir avec l'homme politique, c'est un homonyme, qui était spécialisé dans le diabète. C'est lui qui a introduit en France et à Strasbourg notamment l'insuline, mais l'insuline artisanale. Et à sa mort en 1930, au moment où Joseph, lui, a son diplôme, il va récupérer une certaine patientèle et il va avoir une réputation d'être diabétologue. Je vous dis ça parce que ça aura son importance tout à l'heure. Donc il commence à être un médecin, il se rend compte aussi que pour être médecin, il va être un médecin à la mode assez vite et il se rend compte qu'il faut faire très attention et vraiment prendre soin des patients. C'est-à-dire que quand on reçoit un patient, on est complètement consacré à lui et qu'on ne doit pas être pressé. Donc il va mettre ma grand-mère à contribution et il va prendre des rendez-vous. Il n'aura pas des patients tout le temps, ça sera sur rendez-vous et ça lui permet d'avoir une activité beaucoup plus sereine et consciencieuse. Donc de 1930 à 1939, c'est un médecin strasbourgeois, il commence à avoir une patientèle, il est à la clinique Sainte-Anne où il veut suivre ses patients de A à Z. C'est-à-dire, vous avez une pathologie, vous allez faire des examens, etc. Donc ça, c'est une médecine un peu moderne à l'époque. En même temps, il fait attention à son environnement et paraît en 1926 Mein Kampf en allemand. Ça ne lui pose aucun problème, puisque les Alsaciens parlent l'allemand très couramment, et il va lire ce livre avant la fin des années 20. Et il va être très intéressé par ce livre et très effrayé aussi par ce livre. Et il va commencer à vouloir transmettre ce livre à des jeunes Alsaciens, des jeunes juifs alsaciens, pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Mein Kampf n'a pas été traduit tout de suite en français. Quand il a été traduit, il y a des morceaux du livre qui n'ont pas été traduits. Alors lui, il a l'intégrale et il a très bien compris ce qu'il allait faire. Il dit c'est tout sauf un fou, c'est quelqu'un de très dangereux et il fera ce qu'il a dit. Donc pendant toutes les années 30, il va lutter contre les autonomistes alsaciens pro-nazis pour essayer d'avertir, de dire que c'est dangereux ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Quand il va en 1932 voir de la famille de l'autre côté de la frontière, à Roust, il se fait caillasser la voiture parce que c'est un médecin juif, etc. Donc il a vraiment conscience de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Malgré ses appels qu'il mettra à la communauté juive parisienne, qu'il mettra aussi au gouvernement, personne ne prend vraiment l'ampleur de ce qui va arriver. Cependant, à Strasbourg, va naître une solidarité entre plusieurs personnes juives qui vont déjà accueillir des orphelins qui arrivent d'Allemagne, etc. Donc ils vont se préparer déjà à secourir des enfants, les envoyer à Paris ou les mettre dans des familles juives alsaciennes. Donc il y a déjà quelque chose qui se prépare. Alors voilà cette
solidarité et cette résistance juive qui se prépare avant-guerre. Alors j'ai mis des noms, voilà, mais c'est des gens qui vont être très importants pendant la guerre et qui l'étaient déjà avant. Frédéric Hamel, Joseph, le grand rabbin Hirschler, qui était le grand rabbin de Mulhouse, qui est le grand rabbin de la jeunesse, qui va être déporté, mais qui va beaucoup aider. Julien Samuel, Fanny Schwab, qui est ma grande-tante, qui va œuvrer à Périgueux, qui est déjà sur le pont de Kehl, pour ne pas le citer, qui accueille des enfants. Robert Gamzon, avec les éclaireurs israélites de France, qui va essayer d'initier les jeunes juifs à la terre, au travail et éventuellement à aller en Palestine. Georges Loinger, un Strasbourgeois qui est décédé plus de centenaire et qui va s'occuper des enfants et les faire passer en Suisse. Toby Salomon, qui est le mari d'André Salomon. Et Laure Veil, il y a le Home Laure Veil à Strasbourg qui va aussi aider Fanny Schwab justement dans son travail à Périgueux. Et Lucien Lazare, qui est un des témoins, qui était très jeune à l'époque et qui a écrit un livre là-dessus, dira justement que la singularité de la formation de la résistance juive réside non seulement dans la précocité de l'engagement, années 30, mais aussi dans le nombre relatif et la qualité des personnes concernées. Les deux personnes phares pendant les années 30 à Strasbourg, c'est André Salomon et Joseph Weil. Ces deux personnes qui ont une certaine autorité, qui ont un charisme, etc. Et ils vont arriver à entraîner d'autres jeunes à résister. Alors j'insiste sur cette résistance juive, parce qu'on dit souvent que les juifs ne se sont pas défendus, etc. Là, vous avez un groupe de personnes juives françaises, alors ça peut être d'origine polonaise, etc., qui vont tout de suite agir, et qui vont agir pour des juifs étrangers. Et ça, c'est très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ils étaient plus protégés, peut-être, que les juifs étrangers. Donc, on revient à la guerre. La guerre éclate début septembre 39. Et c'est cette première partie de septembre 39 à juin 40. Comme j'expliquais tout à l'heure, à Strasbourg et tout le long de la ligne Maginot, il était prévu d'évacuer les Alsaciens mosellans qui étaient le long de cette ligne Maginot en 1939. Ça sera des réfugiés. Et donc, cette population strasbourgeoise, mon grand-père aussi, va arriver à Périgueux et les médecins devaient aller à Clervivre. Lui, il retrouve des anciens confrères à Clervivre, mais ça ne lui plaît pas trop et il préfère être médecin dans un village ou une petite ville. Et le maire de Terrasson a besoin d'un médecin. Donc, ils vont venir à Terrasson. Et c'est pour ça qu'il arrive à Terrasson. Donc, voilà l'ordre d'évacuation de Strasbourg. Strasbourg va être une ville morte, hein. Il n'y aura plus que 2000 habitants, c'est l'ordre d'évacuation. Donc ils arrivent à Terrasson, Clervivre, ils vont s'installer, ma grand-mère était à Paramé quand la guerre éclate, donc elle va venir à Terrasson, aider mon grand-père à s'installer avec les 3 enfants, ils ont 3 enfants, Jaco l'aîné, Francis, et Dan, mon papa. Et ça, c'est une photo à Terrasson. Ou, je ne sais pas, mais c'est une photo de Terrasson. Donc là, il va tout de suite mettre en place une organisation pour essayer de soigner au mieux toute la population qui arrive. Il n'est pas tout seul, hein, loin de là. Mais il va aussi être du côté médical et du côté sanitaire. C'est-à-dire que les habitats à Terrasson ne sont pas toujours prévus pour toute cette population qui arrive. C'est quand même un grand mouvement de population qui arrive. Ce n'est pas aux normes peut-être sanitaires strasbourgeoises, etc. Donc il va lancer une équipe de menuisiers volants qui va essayer d'aménager certains logements. Alors, du côté de Périgueux, donc eux ne sont pas à Périgueux, mais sont à Terrasson. Périgueux, il y a une communauté juive qui s'installe avec ce que j'appelle la tante Fanny. Imaginez que cette tante Fanny, on se moquait d'elle quand on était petit, mais on ne s'est jamais imaginé ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Et j'ai retrouvé cette photo, ça c'est la tante Fanny jeune, que je ne connaissais pas. Et je l'ai retrouvée dans les archives à Berne, parce qu'il y a un dossier à Berne sur elle, sur ce qu'elle a fait. Et parce qu'elle s'est réfugiée en 1944 en Suisse. Donc, toute cette communauté juive, Laure Veil, donc le Home Laure Veil qui travaille avec Fanny Schwab, Lucia Krombach,
et les rabbins aussi vont arriver à Périgueux ou à Limoges, etc. Ils vont s'installer. Ils vont installer l'œuvre d'aide sociale israélite. Tante Fanny sera à la tête de cette œuvre, aux Trois-Rue Thiers à Périgueux. Et ça sera un modèle d'organisation et d'assistance pour l'ensemble de la population donc juive réfugiée, puis expulsée. Hein. Et là, donc c'est le bâtiment Trois-Rue Thiers. Il y aura en 1944 une dénonciation et l'ensemble du personnel va être arrêté. Fanny va échapper par miracle à cette arrestation et devra fuir et se réfugier en Suisse. Alors, autre organisme qui est très important, il y a l'OASI bien sûr. Le Joint, c'est une association américaine, juive américaine, qui va donner de l'argent pendant toute la guerre pour aider donc la population juive, notamment étrangère. Et après, cet argent va servir à cacher les enfants, à permettre de cacher les enfants ou de les faire passer en Suisse. C'est une organisation qui va être très importante et elle passera par la Suisse. Donc en printemps 40, donc là il va être envoyé à Angoulême pour faire exactement ce qu'il faisait un peu à Terrasson, essayer d'éviter une épidémie de typhoïde, évacuer un camp d'internement espagnol, et il va être aidé par des Mechanist Girls, des dames anglo-américaines et certaines dames anglaises qui font partie de la cour de la reine, qui voulaient savoir comment, en cas d'évacuation, comment on pouvait organiser une population. Alors là aussi, il y a un rapport qu'il aurait envoyé en Angleterre, mais je n'ai pas eu le temps d'aller en Angleterre pour voir si je retrouvais un rapport là-dessus. Il essaye donc de secourir au mieux à Angoulême et arrive la défaite française. Et là, il veut se rendre aux Allemands. Et le préfet d'Angoulême lui dit « Mais vous faites c'est n'importe quoi, il ne faut pas vous rendre, vous n'allez servir à rien si vous vous rendez, fuyez et puis aidez vos corélégionnaires en zone sud ». Et c'est ce qu'il va faire. Il va revenir à Terrasson. Il ne sait pas si Terrasson va rester du côté de la zone sud ou pas. Ils vont descendre jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. Et là, je ne sais pas s'il y a Sandrine Lacombe qui est là. Voilà, madame, bonjour, je ne vous avais pas vu, qui a fait un excellent article, enfin même plus qu'un article, sur leur fuite donc à Villeneuve-sur-Lot, où il y avait une délégation belge qui était chez les Feldheim, autres patients qui ont hébergé Joseph et sa famille, voyant que la zone sud, il y avait Terrasson dans la zone sud, ils reviennent sur Terrasson, s'installer à Terrasson. Et là, mon grand-père dira, ce sera un drôle de retour dans une drôle de patrie sur le poète Rilke allemand. Alors voilà la vie à Terrasson. Monsieur, la famille Larroquier étaient les voisins de la famille de Joseph et ils s'entendaient très bien. Il y a des photos avec la maison actuellement, et puis des patronages. Je pense que c'est Jérôme qui m'a retrouvé les photos. Voilà, on retrouve Francis, on retrouve Jaco. Dan n'est pas là parce que... Alors voilà, avec d'autres enfants de Terrasson. Alors la défaite, c'est bien sûr, même s'il s'attendait à quelque chose qui n'était pas glorieux, c'est quand même une sidération, une déroute, une urgence, il faut agir. Donc il ne va pas se décourager, il se met tout de suite en action et il va être au service de l'OSE, on va le recruter à l'OSE. Donc là on peut dire septembre 40, août 42, cette deuxième partie. L'OSE le découvre, enfin, ne prend pas attache avec lui tout de suite. Il va commencer à découvrir les camps d'internement sur les plages. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui sont venus, c'était la retirada, et ils vont être placés sur des plages, dans certains camps, qui vont construire en camp. Et après, les Juifs étrangers vont gonfler ces effectifs dans les camps à partir de 40. Et c'est ce qu'on a appelé, enfin c'est ce que lui appelle aussi les camps de la honte, que Anne Grimbert appelle les camps de la honte. Il découvre ces camps et il découvre surtout en octobre 40 le camp de Gurs. Le camp de Gurs, c'est près de Pau. Et donc ça va être un choc pour lui, et c'est après qu'il va être coopté par André Salomon
pour être au service de l'OSE. Donc voilà les différents camps du Sud. Vous voyez le camp de Gurs. Rivesaltes, ça sera en janvier 41. Le Vernet, c'est un camp disciplinaire qui existe déjà depuis 1939. Tous ces camps sont là. Bon, Ressé-Bédou et Noé, ça sera des camps qui vont être créés plus tard pour les personnes âgées, notamment. Et voilà les différents camps que vous avez. Vous aurez le camp d'Émile aussi près de Marseille. Donc il y a des camps qui sont déjà installés. Et c'est le camp de Gurs qu'il va lui découvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au camp de Gurs en octobre 40 ? Vous avez la première déportation et la seule à l'ouest de l'Allemagne. C'est-à-dire que les pays du Palatinat, du Sarre, du Bade-Wurtemberg, toute la population juive est déportée dans le sud de la France, et notamment à Gurs, mais à Saint-Cyprien, Argelès, etc. Donc ça va être, ils veulent, dans ces États fédéraux, ils ne veulent plus de juifs, donc ils les déportent. Et ils arrivent entre le 22 et le 25 octobre 40, il pleut, enfin, c'est des conditions très difficiles. Ils s'arrêtent à la gare d'Oloron-Sainte-Marie, à 40 km de Pau, et on veut mettre ces juifs ici, et on parle du plan Madagascar. C'est en attente de les déporter à Madagascar, ce qui ne sera jamais fait, parce que déjà il faut une logistique importante, ça coûte de l'argent, etc. Donc ces juifs allemands vont se retrouver en grande partie à Gurs, arrivés la nuit. Le camp était en train de diminuer de personnes, et là, il va tripler sa population en une nuit. Donc, le camp de Gurs, c'est un camp qui a été construit par les Espagnols. Ça devait durer qu'un été, l'été 39, et on se rend compte qu'il va durer bien plus que ça. C'est des baraques en bois qui prennent l'eau, il n'y a pas de chauffage, etc. C'est des conditions de vie qui sont très difficiles, et on s'enfonce beaucoup dans la boue, et beaucoup de gens vont s'enfoncer justement dans la boue cette nuit-là et à d'autres moments. Donc voilà ça c'est le mémorial du camp de Gurs. Le plan du camp de Gurs, c'est 60 hectares. Il y a une route de 2 km qui traverse. Et vous voyez, c'est des baraques en bois. Et certains Allemands avaient nommé cette rue la rue Hoche en pensant à la rue à Paris, etc. Donc voilà des photos de ce camp de Gurs où beaucoup vont être internés. La particularité de ce camp, c'est qu'ils vont très bien s'organiser. Il y a un rabbin qui permettra une organisation. La vie va être très difficile, mais ils arrivent quand même à s'organiser, et on sait à peu près les besoins dans chaque îlot. Dans chaque îlot, il y a plusieurs baraques. Dans chaque baraque, il y a une soixantaine de personnes. Donc voilà. Alors, face à ces camps qui se mettent en place, il faut absolument une solidarité et une organisation qui prennent les choses en main. Donc, il y a une commission centrale des œuvres juives d'assistance qui vont se regrouper en octobre 40. Donc, on retrouve la Tante Fanny avec l'OASI, donc le siège de l'aide aux réfugiés, l'OSE, une autre organisation juive, l'ISEM, qui sert pour émigrer, qui va permettre une organisation d'émigration, et les éclaireurs israélites de France qui vont aussi beaucoup œuvrer pour l'accueil des enfants et transporter les enfants. Et en mars 41, on va créer la commission des camps pour essayer d'améliorer au mieux les conditions de vie dans les camps. Ah non. Voilà. Donc, il y a la faim, il y a le froid, il y a les puces, poux et autres désagréments, et il y aura une très grande mortalité des personnes âgées fin 40 dans le camp de Gurs. Donc il faut agir très rapidement. Une autre organisation se met en place qui est assez extraordinaire pendant la guerre, c'est ce qu'on appelait le comité de Nîmes. Le comité de Nîmes, c'est une organisation internationale et nationale. Là, vous avez déjà des œuvres comme le YMCA qui est en place, qui aide dans les camps, qui donne des bibliothèques, qui donne des instruments de musique, etc., et qui sont américaines et bien vues encore par le gouvernement de Vichy. Donc, ce YMCA a à sa tête Donald Laurie,
qui va être le président du comité de Nîmes. Et ce comité de Nîmes va regrouper l'OSE, va regrouper l'Oasis de Périgueux, etc., les Quakers aussi qui auront un rôle très important, les protestants, le Joint, et ils vont se réunir une fois par mois pour voir quel est l'état de la situation dans les différents camps et pour essayer d'améliorer la vie dans les camps. Cependant, dans cette organisation, il y a deux groupes. Un groupe qui veut absolument pas vexer les autorités de Vichy et ne pas être en conflit avec eux, et un autre groupe qui veut dire, écoutez, il faut quand même agir correctement, ça sera un Américain, et mon grand-père qui veut absolument sortir le plus de personnes de ces camps, les mettre en résidence surveillée peut-être, mais au moins sortir les personnes. Et là, il y aura un petit antagonisme, mais plus le temps va passer, plus on va être pour sortir le plus de personnes de ces camps, les femmes, les enfants, les vieillards. Et il y aura des organisations qui vont se faire. Il y a un homme de Vichy, Gilbert Lesage, qui est Quaker et qui va aider ce comité de Nîmes. Officiellement, il est dans les autorités de Vichy et officieusement, il va beaucoup les aider pour avertir, informer des dernières directives de Vichy. Et ce comité se réunira très souvent à Nîmes grâce au pasteur Bugner et c'est pour ça qu'on l'appelle le comité de Nîmes. Alors, au camp de Gurs, vous voyez à peu près, on va essayer, pour pallier la faim, d'essayer de trouver des produits non contingentés qui permettent d'arriver dans les camps. Et on aura cette fameuse brusarine qui vient de Terrasson. C'est les pharmaciens Latour qui fabriquent la brusarine. Joseph va relancer, parce qu'il s'entend très bien avec les pharmaciens, relancer cette farine et va l'emmener dans les camps par wagon entier. Mais on n'a pas retrouvé de titre de transport ou de traces de cette brusarine pour l'instant. Peut-être que je trouverai à un moment donné dans les archives des factures et tout, mais comme ce n'est pas l'État qui paye, mais c'est l'OSE via le Joint, on n'a pas eu ces traces. Il reste 2 boîtes là et on n'a pas d'autres traces de cette fameuse brusarine. Mais vous avez aussi des wagons de légumes et de fruits. Vous avez Julien Samuel qui de Marseille va essayer aussi de mettre à disposition des wagons entiers alimentaires. Le problème, c'est qu'il y a des vols entre le moment où la nourriture arrive à l'entrée du camp et où elle est distribuée aux internés qui en ont besoin. Eh bien, il y a certains de ces aliments vont disparaître en quantité importante, ou alors ils ne vont pas les faire décharger et puis ça va pourrir et ça servira strictement à rien. Mais ils font leur possible pour permettre au moins d'avoir une alimentation un peu plus consistante. Voilà des dessins du camp de Gurs qui avaient été recueillis par Elsbeth Kesser, qui était l'ange de Gurs, une des internées volontaires qui est restée là pour aider les internés jusqu'à leur déportation. Le camp de Rivesaltes, autre grand camp, ce n'est pas les seuls, mais celui-là, il est ouvert en janvier 1941, parce que les conditions des autres camps, Argelès, etc., deviennent très difficiles. Là, c'est un camp en dur, c'est un ancien camp militaire. Il y a, vous voyez, bon, ça c'est des photos de 2009, quand on a tourné avec les équipes de FR3 Lyon. C'est ce qu'on a trouvé à ce moment-là. C'est du dur par rapport à Gurs, et ils veulent désengorger les camps pour amener à Rivesaltes, qui devrait être un camp de regroupement familial. Mais Rivesaltes, c'est près de Perpignan, et là, vous avez des conditions de vie aussi qui sont très difficiles. C'est très aride l'été, c'est froid l'hiver, il y a du vent, il y a la tramontane. C'est des conditions de vie qui sont vraiment pas faciles. Et même des expériences en zootechnie sont abandonnées au camp de Rivesaltes parce que la vie est trop difficile. Malgré les alertes de Joseph qui dit mais il ne faut surtout pas emmener tant de population avec des enfants, etc., ne les emmenez pas à Rivesaltes, ils vont ouvrir le camp parce qu'ils n'ont pas trop d'autres solutions en disant que ça ira très bien, etc. Donc ça va être le camp de regroupement familial. Ça ne sera un camp jamais de regroupement familial. Les hommes et les femmes resteront séparés. Les hommes prennent les enfants à partir de 13 ans et sinon les femmes gardent leurs enfants en dessous de 13 ans. Alors on va visiter ces camps, on va faire des rapports sur les internés, on va essayer de sortir les enfants,
On va essayer de lutter contre la faim, ce qu'on appelle les cachectiques. On va essayer d'améliorer l'hygiène dans les camps. Donc là aussi, intervention du Joint. Un ingénieur vient au camp de Rivesaltes, dit ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'hygiène, les toilettes, etc. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est payé par le Joint, c'est pris en charge, ça ne sera jamais pris en considération. Hein, ils ne feront jamais rien, les conditions vont empirer, aussi bien en hygiène, l'hygiène et la faim. Donc pour aider dans ces camps, on va mettre des internés volontaires, des jeunes femmes, des hommes, des médecins. Le docteur Malkin, ce sera le docteur Piqûre à Rivesaltes, et il y aura des internés volontaires qui vont aider cette population, qui resteront dans le camp avec les internés. Et là, on a Vivette Samuel, qui épouse Julien Samuel, c'était Vivette Herman, qui va rentrer au camp de Rivesaltes l'été novembre 41, et qui va aider les enfants, et surtout à sortir les enfants à partir de mi-42. Alors, elle va sortir les enfants du camp tout à fait légalement au départ. C'est surtout pour les faire partir aux États-Unis ou les mettre dans des homes d'enfants. Et vous avez d'autres femmes, Friedel Bonnie-Reiter du Secours suisse, vous avez des œuvres internationales qu'on retrouve dans le comité de Nives qui vont être internées volontaires. Alors voilà l'urgence. L'urgence, c'est sortir les personnes. En même temps, on dit que ces gens sont des indésirables. On propose de les sortir, de les faire émigrer, et Vichy va ralentir au maximum toutes les tentatives. C'est-à-dire qu'il faut un visa de sortie, d'accueil, il faut un visa de sortie que Vichy ne délivre pas, un visa d'accueil que les Américains peuvent délivrer ou d'autres pays peuvent délivrer, et un visa de transit. Avoir les 3 visas, le titre de transport et la place dans son transport, et le passeport valide. Donc pour que tout ça soit réuni, c'est assez difficile, mais ils y sont arrivés. Alors, sortir les enfants, c'est les sortir dans des homes d'enfants qui sont à Lausée et qui gèrent ces enfants. Là, vous voyez Georges Loinger, qui était un des jeunes que Joseph a pris tout de suite sous sa coupe à Strasbourg, qui a prévenu très tôt de Mein Kampf, qui est un très grand sportif, et qui va être, qui est moniteur de sport et qui va pouvoir faire du sport aux enfants dans les différents homes d'enfants, et puis à partir de 1943, les faire passer en Suisse. Donc ça, on met certains enfants dans les homes. D'autres, on les fait partir, ça c'est tout à fait aussi légal. Aux États-Unis, il faut des visas pour les enfants. Il y aura 3 convois pour les faire partir aux États-Unis. Il faut qu'ils soient orphelins, il faut qu'ils soient en bonne santé. Vous imaginez l'état des enfants après quelques mois dans un camp d'internement. Ils ne sont pas en super bonne santé. Donc André Salomon les frotte avec une brosse pour qu'ils aient l'air d'avoir de bonnes joues rouges, etc. Et il y aura 3 convois qui vont partir, un en mai 41 et un autre en 42 en 41 et un en 42. Alors c'est 350 enfants sauvés, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, vu tous les papiers qu'il faut. Mais ils avaient préparé 1408 dossiers. Et ils n'ont pas pu mettre... Et là, il y avait des places, il y avait des visas d'accueil, etc. Mais c'était difficile. Le dernier convoi, donc, part en novembre 42. Alors, le dernier convoi de novembre 42, en fait, ils se sont battus pour avoir 1000 enfants qui partent, puis 500. Et il y aura de grands pourparlers pour faire partir ces enfants, mais ces enfants ne pourront pas partir parce que Laval dira non. Et pile à ce moment-là, on envahit la zone sud, mais c'était juste avant que la zone sud soit envahie, et ces 500 enfants n'ont pas pu partir, donc ils vont être de nouveau dispatchés. Voilà. Et entre 41, voilà, il y a 1200 personnes qui peuvent émigrer. Les homes d'enfants, et puis il faut sortir les personnes âgées aussi, qui sont très vulnérables. Alors là, il est déjà là depuis un bout de temps parce qu'il est à Lyon, l'abbé Glasberg. L'abbé Glasberg, il est d'origine juive. Il est juif quand il faut être juif, et il est catholique quand il faut être catholique. Et cet abbé Glasberg, il va créer la direction des centres d'assistance pour accueillir les personnes âgées des camps d'internement. Et il appellera la défense contre les Allemands, la DCA.
il dira ça. Et il va mettre plusieurs hôtels à disposition de ces personnes âgées, mais il a une idée dans la tête, c'est qu'il ne faut pas seulement sortir les personnes âgées, il faut sortir des personnes jeunes, parce que l'avenir, c'est pour les jeunes. Donc, il faut qu'il y a une partie des personnes âgées qui vont sortir et il y aura aussi des jeunes qui vont sortir dans ces hôtels, dans ces maisons. Il y en aura 4, il y aura 4 centres. Ça se passe, c'est mieux que l'internement dans les camps, mais l'entente dans la maison, c'est pas facile. Ça ne sera pas toujours simple, mais ça aura eu le mérite d'exister et de sortir pas mal de personnes et de les faire disparaître un peu après dans la France non occupée. On perd certaines personnes et c'est ce qui est très bien. Et Gilbert Lesage va, lui, qui est aussi donc l'homme de Vichy, enfin, il est très informé, lui, il va s'occuper plutôt des groupements de travailleurs étrangers, qui sont d'autres camps qu'on met avec que des travailleurs étrangers. Ça les sort des camps d'internement, mais c'est pas le mieux pour eux non plus, mais voilà, ils vont essayer de faire au mieux. Alors, je vous avais parlé des homes d'enfants. Voilà les homes d'enfants qu'il y a eu. Ces homes d'enfants sont tout à fait légaux. Vous voyez qu'il y a un beau papier à lettres avec le nom de toutes les homes d'enfants qu'il y a. Donc, ça veut dire que Vichy était parfaitement au courant des homes d'enfants et que s'il faut arrêter des enfants, ils ont les adresses. Donc ça, c'était très dangereux. Et c'est ce que m'a fait remarquer un jour, dans une de mes conférences, un des enfants sauvés. J'ai dit, oui, mais c'était comme ça, c'était la priorité au départ d'être dans les règles, en fait. On voulait être le plus en règle aussi par rapport à Vichy. Ils avaient une conscience de la France, un respect de la France. Voilà, après, les choses vont changer. Mais pour l'instant, Vichy sait parfaitement où sont les maisons. Et il y a beaucoup de maisons autour de Limoges. Et quand on devra évacuer ces maisons, Limoges deviendra une plaque tournante pour l'évacuation des enfants. Et il y a une maison, vous avez peut-être entendu parler, là où était, là je ne la trouve plus maintenant, elle est très connue, ça va me revenir, c'est celle-ci, Dominique, aide-moi. Voilà, la maison d'Isieux, qui était dirigée par un couple, où Paul Niederman passera, et c'est là qu'il y aura la rafle de Barbie dans la maison d'Isieux, très tard, et la maison d'Isieux, si vous y allez un jour, c'est complètement perdu. Il faut vraiment savoir pour y aller, etc. Ils vont arrêter 44 enfants, donc on est à Pâques 44. Ces 44 enfants sont des juifs étrangers. Ils chanteront « Vous n'aurez pas l'Alsace-Lorraine ». Ils vont le chanter quand ils sont jetés dans le camion pour aller vers la prison de Lyon. Là, c'est quelque chose que j'ai trouvé récemment, mais c'était là depuis longtemps. Ça, ce sont des photos des enfants sortis des camps de concentration français, donc des petits, et ils sont beaucoup à la Pouponnière de Limoges, où exerce le docteur Gaston Lévy, autre ami de Joseph, et c'est Joseph qui va l'introduire à Lauzet, et à partir de décembre 1941, il va s'occuper de la Pouponnière de Limoges. Et là, vous avez donc des photos de ces enfants sortis des camps d'internement. Alors, dans la presse sont parues certaines photos des camps d'internement de Gurs, de Rivesaltes. Ça dérange un peu les autorités de Vichy. Elles ont passé par les États-Unis, par la Suisse, etc. Donc, ils mettent en place un homme, André Jeanfort, qui est préfet, pour mettre de l'ordre dans les camps d'internement et qu'on n'ait plus à avoir des mauvaises presses sur ces camps d'internement. Et en fait, ça va être assez difficile pour lui de remettre de l'ordre quand il va se rendre compte de l'état des camps d'internement. Et il y a des photos, il y a des rapports d'André Jeanfort où vous voyez des photos. Les baraques à Gurs sont complètement pourries, le bois. Donc il entrepose le bois, il se dit on va reconstruire d'autres baraques grâce à ce bois, comme ça on n'aura pas de déchets, etc. Mais c'est impossible. Donc ce André Jeanfort, mon grand-père va essayer de le convaincre de faire une campagne contre la cachexie, c'est-à-dire une campagne contre les gens qui meurent de faim. C'est toujours le Joint qui va financer l'alimentation
pour l'introduire donc dans les camps de Gurs et de Rivesaltes. Et il va devoir attendre février 42 pour avoir l'autorisation de mettre en place cette organisation et de sauver de nombreux internés d'une mort certaine parce qu'ils meurent de faim. Et ça va être possible entre février et mai 42. Alors, je vais trop vite. En juin 42, il y aura presque plus d'enfants dans les camps d'internement. Il y en a vraiment dans les camps du sud de la France. Mais à l'été 42, les Allemands veulent déporter 10 000 Juifs. Et Bousquet va leur dire, 10 000 Juifs, je peux vous en avoir en zone sud. En zone sud, dans les camps d'internement, nous avons des Juifs étrangers, on vous les rend et vous pouvez les arrêter. Donc ça, c'est en gestation à l'été 42, notamment début août 42. Joseph va avoir vent de ça. Le 3 août 42, il en est à son 4e voyage en Suisse, j'ai oublié d'en parler. Donc, pendant de septembre 40 à août 42, il va faire 3 voyages en Suisse. Il va aller chercher de l'aide, il va chercher du joint auprès de Sally Meyer, qui est représentant du joint et représentant de la communauté juive en Suisse. Et il va négocier, arriver à avoir de l'argent pour construire d'autres homes d'enfants, etc. Et en août 42, il arrive à Genève, tout à fait légalement, il a un passeport, il a un visa pour arriver à Genève, et il va prévenir de 3 choses. Il est au courant de la rafle du Veldiv, il a un rapport de la rafle du Veldiv. Lui, il est en zone sud, la rafle du Veldiv a eu lieu en zone nord, comment il peut être au courant de ce qui est arrivé et d'avoir un rapport écrit? Alors là, il y a une hypothèse qui peut être, c'est une dame qui les a aidés, qui passait du nord au sud, Lucie Chevalet, qui représentait une œuvre protestante d'aide et qui passe du nord au sud, et je pense que c'est elle qui a prévenu, qui a rapporté peut-être ce rapport. Il prévient aussi de la future déportation de Juifs en zone sud. Il faut absolument qu'on prévienne, à l'image donc du Veldiv. Et quand il passe la frontière le 3 août, il voit pour la première fois des soldats, des douaniers allemands à la frontière. Ils sont déjà à Annemasse, parce que tout ce qui est limitrophe avec la Suisse, etc., ils sont déjà en poste. Mais là, on va l'arrêter et on va fouiller la voiture qui le conduit à Genève. Et il y aura des photos du Veldiv, ce qui est incroyable parce qu'on dit qu'il n'y a qu'une photo du Veldiv. Lui aurait eu en possession des photos du Veldiv. Et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Elles sont passées en Suisse, mais on ne sait pas à qui les a données et personne ne les retrouve. Alors Serge Klarsfeld m'avait dit, mais trouvez-les. J'ai dit, mais monsieur Klarsfeld, je pense que vous avez plus de poids que moi pour essayer de trouver ces photos. Donc voilà, c'est des photos qui auraient existé, plus que la seule qu'on ait retrouvée, mais on ne sait pas où elles ont pu aller. La troisième chose dont il va parler quand il va être en Suisse, c'est les informations qu'il a sur l'Est, et notamment les camps de concentration et les camps de mise à mort. Et il va parler de Katowice, et alors c'est mal écrit, Ostiesim, mais peut-être qu'il ne sait pas comment l'écrire, c'est Auschwitz. Donc le nom apparaît, mais on ne sait rien sur Auschwitz. En août 42, on peut parler Auschwitz, mais on pourrait parler un autre nom. Pour nous, ça a une résonance particulière, mais à l'époque, à part dire ce qu'il entendait parler, il ne pouvait pas s'imaginer de ce que était la représentation de ce camp. Donc là, il a entendu parler, il a eu un rapport, qu'il y a des machines à mort à l'échelle industrielle, des centaines de milliers de juifs ramassés, qui sont soumis à des travaux forcés, torturés, etc. Donc l'information lui vient certainement de Philippe Fluckfelder, qui était un commissaire sur la frontière franco-luxembourgeoise pendant l'entre-deux-guerres, à qui il est en lien, qui va être en France, plutôt en zone sud. Il va passer de préfecture en préfecture pour ne pas être pris par les Allemands, et c'est certainement quelqu'un qui est aussi un résistant et qui a des informations de première main. Et c'est Philippe Fluckfelder
arrivent à lui donner des informations et ils arrivent à se retrouver à Genève et à échanger des informations. Donc là, il arrivera à Genève et c'est Sally Meyer qui va lui demander de faire un rapport. Ce rapport va être lu au docteur Schwartz au Portugal. C'est lui aussi qui est représentant du Joint et qui accorde aussi des crédits et, pour informer. Et là, on est début août 42 et il va avoir le télégramme aussi qu'on va envoyer aux États-Unis. Donc lui, il est en Suisse pendant ce mois d'août. Début août, commencent les déportations au camp de Rivesaltes, pour Drancy et Auschwitz. Au Gurs, c'est exactement pareil. Donc, les internés volontaires, dont André Salomon, vont être prévenus par le directeur du camp qu'il faut regrouper les Juifs dans un îlot et qu'on les déportera, le camp est bouclé. Dès qu'André Salomon sait ça, elle supplie les parents de ne pas dire, parce que les enfants sont sortis des camps, il n'y a plus beaucoup d'enfants dans le camp, il y a vraiment pas beaucoup d'enfants, que les parents ne disent surtout pas dans quel home d'enfants leurs enfants sont, pour pas qu'on les rapatrie au camp de Rivesaltes. Ils vont essayer, et les quelques enfants qui sont là, ils vont essayer de les sortir du camp. Et la première déportation au camp de Rivesaltes, c'est le 11 août, premier train qui part de Rivesaltes. Il y avait des chemins de fer qui vont jusque dans Rivesaltes. Le 1er août, il n'y a pas d'enfants dans le premier convoi, ce qui sera plus possible après parce qu'on va rapatrier tous les Juifs étrangers dans les camps, notamment de Rivesaltes, et là, ils partiront. Donc ça, c'est les directives de Bousquet. Au départ, on avait 11 exemptions et on va passer à 6 exemptions pour les personnes à déporter pour en avoir le plus. Ils veulent absolument ces 10 000 personnes à déporter. Là commence aussi, à l'été 42, les protestations des évêques. Il y en aura presque les unes derrière les autres, dont Monseigneur Saliège de Toulouse, qui va faire une protestation qui va être lue dans toutes les églises de son évêché. Monseigneur Saliège est très malade, il est grabataire et tout, mais il arrivera à faire cette lettre. Et il y aura aussi Monseigneur Théas qui fera exactement la même chose à Montauban le 30 août. Et Monseigneur Théas, c'est intéressant parce que Monseigneur Théas, il est dans la ville du père de Bousquet qui est avocat ou notaire. Et donc, il prend un point d'honneur à faire aussi sa lettre contre ces déportations. Alors, arrive fin août 42, un événement qui va faire basculer la résistance légale dans la résistance illégale. Donc ces Juifs qui voulaient être droits, qui voulaient être en fonction des autorités de Vichy, qui croyaient donc aux autorités de Vichy et un peu aux remparts de Pétain, à partir de fin août 42, c'est terminé. Ils vont passer dans l'illégalité et dans le sauvetage de la vie, d'abord, des enfants. Alors, la commission de criblage de Vénissieux, on est toujours dans ce mois d'août où on va arrêter beaucoup de personnes, les rassembler dans des camps, le camp de Rivesaltes, et là, pour la région lyonnaise, on va les rassembler à Vénissieux, et on appellera la commission de criblage de Vénissieux. Ça dure du mercredi au samedi 29 août 42. Toute l'équipe est mobilisée, l'amitié chrétienne, les protestants avec le pasteur Bugner et la CIMAD, et les juifs avec l'OSE et les EIF. Donc, ils se réunissent au camp de... Pas au camp, oui. Ils se réunissent à Vénissieux, les gens sont arrivés, et ils vont défendre chaque personne qui doit être déportée pour dire non, celui-là il est né en France, celui-là ça va pas, etc. Et ils vont aller dans les baraques où les gens attendent et ils vont supplier les parents de faire une déclaration d'abandon des enfants pour que seuls les parents soient déportés et pas les enfants et qu'ils arrivent à sauver les enfants. Et on a retrouvé grâce à... Voilà, vous avez un livre avec Valérie Pertu-Porteret qui raconte justement toute cette histoire de la commission de criblage de Vénissieux. Et grâce à elle,
n'ont pas été jetées toutes ces déclarations d'abandon d'enfants, et on retrouve dans les archives de Lyon ces déclarations d'abandon d'enfants. Et on voit qu'au départ, bon, j'ai fait c'est pas des statistiques, mais c'est pour montrer que j'ai regardé ces dates d'abandon et j'ai classé en fonction de la date. Et on voit que plus le temps passe et plus les restrictions sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire on passe de 11 exemptions à 6 exemptions, là, on va avoir énormément de demandes d'abandon d'enfants. Ils vont passer dans les baraques, ils vont demander Garel, Weil et tout. Il dit, on a l'impression d'être des bourreaux, mais il faut absolument qu'on arrive à sauver les enfants. Alors, ça se passe, c'est pas facile. Les parents leur confient les enfants. En plus, il faut les confier aux amitiés chrétiennes. Donc, il y a l'abbé Glasberg qui est là, heureusement. Il sait leur parler. Il sait parler en yiddish ou il sait parler en hébreu. Ils peuvent leur parler. Souvent, ils sont d'origine allemande. Là aussi, ils peuvent parler en allemand, etc., leur expliquer. Et ils arriveront à sauver 108 enfants, 89 légalement et les autres illégalement. Et là, vous voyez, c'était le 29 août 2012. Il y avait un anniversaire justement de la commission de criblage de Vénissieux. On retrouve des enfants qui étaient sauvés ce jour-là. Lucie et sa sœur Kuhn, Lucie Zultak, qui va être sauvée. Il y aura le père Jean Stern qui laissera aussi un journal. Il y aura Sonia Kuhn, la sœur de Lucie, et il y aura Rachel Kaminker qui est un bébé qu'on met sous le banc du bus qui sauve les enfants, et Lily Garel qui s'occupe du sauvetage, la future épouse de Georges Garel qui s'occupera justement d'encadrer les enfants et de sauver. Et voilà Valérie Pertuportera avec son livre d'ailleurs qui a mis ses témoins. Donc on arrive à sauver 108 enfants à Lyon, on va les mettre en lieu sûr, et après on va les dispatcher dans différentes familles pour pas que la police les retrouve, parce que la police, quand ils voient qu'il manque des enfants, ils vont demander qu'on leur rende les enfants pour qu'ils soient déportés sur Rivesaltes puis sur Drancy, et ils ne rendront pas les enfants, ils arriveront à les dispatcher pour pas les faire arrêter. Et il y a le témoignage de Lucie notamment, qui était de Metz après, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc voilà, là on est en septembre 42. Septembre 42, vous avez l'obligation pour les Juifs qui sont dans le sud de la France de mettre sur leur carte d'identité le mot juif. Et les grands-parents vont le faire, Joseph et Irène vont le faire parce qu'ils veulent être vraiment dans la légalité. Et là arrive René Lascaux, qui n'a pas encore officiellement les tampons roses ou rouges à la mairie, et qui va leur mettre ce tampon en noir, et qui permet que si on présente la carte d'identité, on met le pouce sur le mot juif, donc on peut présenter la carte d'identité, s'ils ne prennent pas la carte, on ne voit pas qu'ils sont juifs. Donc ça, c'était grâce à René Lascaux qu'ils ont pu être, parce que René Lascaux ne voulait pas leur mettre le tampon, et mon grand-père a absolument insisté pour que le tampon soit mis. Donc là, c'est encore ces papiers qu'on a retrouvés. Ça, c'est à Besançon qu'on est arrivé à retrouver ces papiers. Et donc, je disais, voilà, après la commission de criblage de Vénissieux, il est hors de question d'obéir à nouveau. Ils ont vu qu'il faut absolument sauver les enfants. Donc, les homes d'enfants, il faut absolument sortir les enfants de tous les homes, les dispatcher dans des lieux non juifs, ou alors, pour les plus religieux, les faire passer en Suisse. Tout ça illégalement. Et là va être décidé à la sortie de la commission de criblage de Vénissieux de créer le réseau Garel. Georges Garel fait partie de la commission de criblage de Vénissieux. Joseph le découvre, encore un ingénieur, et lui dit, Georges Garel voulait rentrer dans la résistance armée, et lui dit, vous êtes l'homme qu'il faut, vous n'êtes pas connu des services, vous n'avez pas le type juif,
et est-ce que vous pouvez m'aider à construire un circuit pour sauver les enfants? Et ce circuit s'appellera le réseau Garel. Il sera fait en collaboration avec André Salomon, donc celle qui était aussi dans les camps d'internement, qui aidait. Et ils vont à deux et à plein d'autres jeunes gens trouver des caches pour les enfants dans des milieux non juifs. Et il y aura des évêques qui vont aider tout à fait cette action. Alors, l'action va vraiment démarrer début janvier 43 parce que les directeurs des homes d'enfants, ils sont persuadés qu'ils ne seront pas menacés. Leur vie a repris un peu son cours, chacun a son rythme, et il va falloir beaucoup de temps pour les convaincre que c'est en urgence qu'il faut les vider ces homes d'enfants. Donc, on vide les hommes d'enfants, on les met dans des milieux non juifs, en France, on va dans des pensionnats, dans des écoles, dans des familles, on essaye de les distribuer, et d'une autre partie, on va les faire passer en Suisse. Là, vous avez Ruth Vivaz Zilberman qui a fait une thèse sur tous les enfants qui sont passés en Suisse. Chaque enfant a un procès-verbal. Chaque personne qui est passée en Suisse a un procès-verbal. Le bonheur pour des historiens. Donc, elle a repris tout ça et elle a fait une carte avec tous les passages possibles qui ont été, parfois ça passait tout seul et parfois ça pouvait être des arrestations. Donc c'est Georges Loinger, entre autres, qui va s'occuper du passage des enfants. On partira d'Annemasse, il y a le terminus du chemin de fer, il y a un autre Alsacien qui va être là, c'est Monsieur Balthazar du Secours National, qui va aider Georges Loinger aussi à pouvoir faire passer les enfants. Et là, le maire d'Annemasse, qui est nommé juste parmi les nations, va aussi aider, connaît bien la ville d'Annemasse, connaît les passeurs, les contrebandiers. Et les contrebandiers vont servir de passeurs pour passer ces enfants. Alors, vous voyez le réseau Garel entre eux, on voit qu'il commence en janvier 43. Donc là, de février à juillet, ils vont arriver à faire passer 123 enfants en Suisse. D'avril à octobre 43, 413 enfants. À partir du moment où la zone italienne, qui est envahie par les Allemands à partir de septembre, ça va être très difficile de passer par la Suisse. Et d'octobre au printemps 43, d'octobre 43 au printemps 44, il n'y aura plus de passage en Suisse. Donc il faut mettre les enfants quelque part en France, dans des lieux non juifs, pour les cacher. Et les passages repartiront d'avril à juin 44, où là il y a une urgence pour faire passer les enfants. Donc Georges Loinger peut faire passer les enfants. Vous avez le mouvement de jeunesse sioniste qui fait passer les enfants, les éclaireurs israélites français aussi, c'est-à-dire qu'on prend les enfants, on les emmène jusqu'au lieu de frontière, donc là aussi il faut les faire se déplacer. Après on cherche un passeur, et puis on emmène les enfants jusqu'à un endroit, et le passeur va leur montrer où est le passage entre la frontière française et la frontière suisse, sachant qu'il y a un no man's land. On peut passer les premiers barbelés assez facilement, mais après les barbelés pour passer en Suisse sont difficiles. Et les enfants souvent sont seuls, donc il faut qu'ils se débrouillent pour passer ces barbelés. Donc voilà la famille de Joseph à Terrasson. Donc ça c'est une photo qui a été faite à Terrasson. Donc là il y a les trois enfants d'Anne, Jaco, Francis, leur grand-mère qui passera plus tard, et Violette et Jean-Philippe qui passeront eux aussi plus tard. Ce sont les enfants de la sœur de ma grand-mère, parce qu'elle n'a pas voulu qu'ils passent en même temps qu'eux. Donc début mars, il y a la police allemande qui arrive à Terrasson et qui veut arrêter Joseph. Mais comme il n'est pas là, ils n'arrêtent personne. Et donc, ils étaient un peu préparés si jamais il y avait quelque chose. René Lascaux a prévenu,
Berthe a prévenu ma grand-mère et ils ont permis qu'elle ait le téléphone pour téléphoner à mon grand-père qui est à Limoges. Il est à Limoges parce que Limoges, c'est la plaque tournante pour évacuer les enfants des homes d'enfants. Et il est certainement allé à Limoges pour savoir comment ça se passait, comment ça se mettait en route. Et donc elle lui téléphone et elle lui dit « Coco est malade » et c'était le signal pour dire « il faut partir ». Là, on va être arrêté, il faut absolument partir. Et donc, ils vont partir très rapidement et ils passeront la frontière suisse le 3 avril. Mais entre-temps, ils vont s'arrêter à Valence. Alors voilà, pour être sauvés, ils ont eu des justes, ils ont eu René Lascaux qui les a prévenus à temps, à la secrétaire de mairie, et il manque quelqu'un, c'est Berthe, l'épicière, mais je n'ai pas de photo de Berthe, on espère avec Jérôme qu'on en trouvera une. Et on mettra Berthe. On a voulu, avec mes oncles, surtout mes oncles, rendre René Lascaux juste parmi les nations, mais on n'avait pas de témoignage. Évidemment qu'on n'avait pas de témoignage, il n'a pas eu d'enfant, etc. Donc c'est très difficile, alors qu'il le mérite amplement, et pour nous, il est tout à fait injuste, comme Berthe. Et comme Jean Valerno, que je viens de retrouver, enfin je viens de retrouver la famille de Jean Valerno et de comprendre comment il a pu aussi sauver mes grands-parents à Valence. Donc il quitte Terrasson. Vous voyez, ça c'est une carte de chemin de fer. Donc c'est pas si. Mon grand-père est à Limoges, il y a Brive, il faut aller jusqu'à Lyon, Valence, et après ils remonteront jusqu'à Genève. Quand il va en Suisse, de Terrasson à Genève, ça lui prend 1 journée et demie en transport. Donc là, normalement, mon grand-père retrouve ma grand-mère avec les enfants à Lyon. Et ils sont partis Périgueux ou Brive. Tante Fanny va leur chercher des billets. Au moment où elle leur apporte les billets au quai de la gare, elle n'a plus les billets. Donc, et en fait, ils étaient tombés, comme quoi la vie passe à peu de choses, et elle leur redonne, et ils arrivent et ils se retrouvent à Valence. Et on est en mars 1943. À Valence, ils sont accueillis par les Valerno. Je viens de découvrir monsieur Valerno. Jean Valerno, c'était un monsieur donc, qui était à la tête d'une entreprise assez importante à Bourg-les-Valence, de munitions, et il est diabétique. Et donc, ils vont se connaître avant-guerre, et mon grand-père va le soigner plusieurs fois à la clinique Sainte-Anne avant-guerre à partir de 1938. Donc, ils ont des liens. Et j'apprends aussi que Jean Valerno, en 1940, il est nommé aussi par Pétain, enfin, il fait partie de la mairie de Valence. Il va être adjoint au maire. Donc, ce qui explique qu'il peut leur faire des faux papiers. Des faux, vrais papiers. Parce qu'il a les bons tampons, il a tout ce qu'il faut. Donc, ce sont en fait des vrais papiers. Les papiers, il fallait toujours qu'on garde les initiales. On n'a pas trouvé de W, donc on leur a fait Valois, Jean Valois et Isabelle Valois. Ma grand-mère s'appelait Irène. Donc voilà, ils ont leurs papiers. Les enfants ont chacun aussi leur carte d'identité. Et les enfants de Jean Valerno, il a 3 filles assez grandes qui vont s'occuper un peu des enfants le temps qu'ils restent à Valence, leur dit, vous prenez les papiers et vous les frottez contre le crépi de la maison, comme ça ils vont avoir l'air vieux, les papiers. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec les faux vrais papiers. Donc ils ont leurs faux papiers et ils vont aller, ils attendent d'avoir une passeuse. Ils ont le visa d'accueil à Suisse parce que ce sont des personnes non refoulables, parce que mon grand-père avait une sœur qui habitait Zurich, donc il pouvait subvenir à ses besoins. C'était les conditions pour être en Suisse. Donc ils vont partir en Suisse le 2 avril. Ils vont passer une nuit à Annemasse. Et manque de peau, ils se promènent à Annemasse. Et là, quelqu'un reconnaît mon grand-père. Il dit « Oh, docteur Weil, vous êtes là et tout ». Donc c'était une catastrophe parce que le nom et tout. Donc ils s'enferment dans leur chambre d'hôtel jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il y ait la passeuse qui vienne les chercher. Et ils vont passer par Schenbourg. Voilà. Enfin, ils vont passer par les... Annemasse est là, voilà, ils vont passer exactement ici, le long du chemin de fer. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe plus, il y a des immeubles, mais j'ai eu la chance encore en 2011 de le voir.
Donc, quand ils passent la frontière, la passeuse les met à un point, il dit voilà, vous montez sur ce remblai et puis après la frontière est juste de l'autre côté. Sauf que quand ils montent sur le remblai, il y a un train qui arrive à toute vitesse, ils ont juste le temps de se mettre sur le côté et du coup mon père perd une chaussure et quand ils arrivent du côté suisse, les douaniers suisses réarment leurs fusils et mon oncle Jaco a dit j'entendrai toute ma vie ce bruit, parce qu'on ne savait pas si on était du côté suisse ou du côté allemand, parce que les uniformes se ressemblaient beaucoup. Donc voilà le passage où ils sont passés en Suisse. Aujourd'hui, c'est plein d'immeubles, on ne voit plus rien. Et il y avait le cours d'eau toujours qui pouvait monter très haut, et certaines personnes ont dû passer dans le cours d'eau pour passer en Suisse. Donc il arrive en Suisse, il va comme tout le monde, il va être dans un camp de passage, ça ne va pas durer trop longtemps. Et ils vont s'installer dans un petit appartement et là commence le travail en Suisse. C'est-à-dire que quand il est en Suisse, il pensait retourner en France, mais c'était une ineptie parce que s'il retournait en France, il aurait été arrêté. Donc il faut constituer un bureau et surtout faire passer l'argent du joint qui arrive en Suisse en France pour payer les passages en Suisse des enfants et les caches des enfants. Ce qu'avait besoin André Salomon par mois, c'était 1 million de francs français à l'époque. Donc, vous imaginez un peu la logistique qu'il faut, que ce soit des billets, de l'or, etc. Il fallait payer ses familles. Il y avait, personne ne roulait sur l'or, il fallait de l'alimentation, etc. Donc, il faut mettre ça au point. Et surtout, avoir l'aide de Sally Meyer, donc, qui est le représentant du Joint, qui dit... En mai 1943, donc Joseph vient d'arriver, mon plan consiste en ceci. Les enfants en France sont de la première importance car leur vie est en danger, tandis qu'en Suisse, ils sont peut-être hébergés un peu sommairement, mais au moins ils ne risquent pas de perdre la vie. Si le plan pour les enfants marche, j'aurai besoin de plus d'argent. Donc ça, il s'adresse au Joint et à Joseph Schwartz qui est à Lisbonne. Alors, il va mettre au point un réseau qui fonctionne depuis Limoges. Donc, il faut trouver des caches, il faut passer les enfants. Il reste encore des enfants à faire passer. Et comme je vous l'avais dit, d'octobre 1943 au printemps 1944, on ne peut pas faire passer les enfants. Donc, il va mettre au point une drôle d'équipe que je n'ai pas retrouvée. Je n'ai pas retrouvé leur nom. C'est une équipe de passeurs folkloriques, j'ai appelé ça. Il y a un curé unijambiste qui fait passer de l'argent. Il y a un pharmacien genevois, il y a un rouleau compresseur, un monsieur qui a un rouleau compresseur, donc c'est certainement un industriel, etc., qui, grâce au rouleau compresseur, passe de l'argent entre la frontière suisse et la frontière française, Arthur le chauffeur et Gabriel le peintre. Et c'est cette équipe qui va, au moins chaque mois, apporter de l'argent du côté français. Et voilà, j'ai essayé de trouver le curé unijambiste au diocèse, mais je n'en ai pas trouvé et je n'ai pas le nom de cette formidable équipe qui a permis de faire passer l'argent de Suisse en France. Alors, Joseph aussi, quand il est en Suisse, il ne s'occupe pas seulement de faire passer l'argent, d'essayer de sauver le plus d'enfants possible, il va s'occuper de l'après-guerre, c'est-à-dire de comment on va accueillir les internés qui vont revenir des camps de concentration, et il va former des infirmières, des aides-soignantes, etc., pour arriver à aider cette population qui arrivera après la guerre. Et il va aussi, dans les camps suisses, il y a des médecins, etc., qui sont laissés, qui sont un peu en dilettante parce qu'ils n'ont rien à faire. Il va essayer de les faire sortir pour qu'ils soient formés dans des hôpitaux et avoir accès à des bibliothèques pour qu'ils continuent à s'informer. Et des ateliers pour les adolescents. Donc voilà deux autres réseaux. Là, c'est le réseau avec Elisabeth Hirsch qui passe en Espagne. Et le réseau à Nice, le réseau de Marcel, et c'est le réseau de Moussa Abadi et de Odette Rosenstock qui feront passer des enfants de Marseille, qui vont les cacher dans la région de Marseille, et ils vont sauver plusieurs centaines d'enfants. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Julien qui m'a raconté son histoire.
et qui étaient très perturbés parce qu'ils ont été arrêtés et internés au camp de Rivesaltes. Et au moment où ils arrivent au camp de Rivesaltes, ils sont séparés des parents tout de suite. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont été séparés si vite des parents. Mais c'était parce que c'était le seul moyen qu'ils ne soient pas déportés. Et c'était Losey qui s'en est occupé. Et les deux ont été sauvés. Voilà, le sauvetage des enfants. Alors, on a essayé de camoufler pas mal d'enfants. 5920 ont pu être sauvés. Alors, ça pouvait être dans la région de Lyon, de Clermont-Ferrand, mais aussi en zone nord. En zone nord, ils avaient une équipe beaucoup plus petite, mais ils y sont arrivés aussi avec, à placer des enfants et à les cacher. Et en Suisse, le passage de la Suisse, on est arrivé à exfiltrer 1148 enfants en 100 convois. Donc ça veut dire qu'il faut chaque fois des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui amènent les enfants. Ça peut être des groupes de 30, ça peut être des groupes de 10, ça peut être des groupes de 15. Il y a des arrestations. Marianne Cohn en est un exemple. Hein. Tout à la fin de la guerre, ils étaient à 2 pas de la frontière suisse, ils se sont fait arrêter. Et en Suisse, le Chèque aussi, qui est une autre organisation de secours aux enfants, c'est la formule allemande, a pu placer des enfants arrivés en Suisse dans plusieurs homes d'enfants. Et j'arrive à ma conclusion. Donc, on est arrivé à sauver, en prendre en charge Losey de 5 000 à 6 000 enfants. Losey a été aidé par des œuvres religieuses, laïques, internationales et nationales. C'est vraiment quelque chose qui a été très important. On n'y arrivait pas tout seul. Et 5 000 enfants ont pu être sauvés de la déportation. C'est sûr que par rapport aux 1 500 000 enfants exterminés, c'est un nombre qui peut paraître petit, mais la France a le moins de personnes déportées et 5 000 enfants, c'était quand même quelque chose d'important, une vie sauvée. Hein. Et je terminerai par la phrase de mon grand-père, « Saloperie de civilisation permettant un tel massacre ». Voilà, je vous laisse à la réflexion aujourd'hui, qui n'est pas facile. Et voilà une photo de la petite famille après-guerre où ils reviennent dans un premier temps à Paris avant de regagner leur Alsace, Strasbourg, et ce sera des revenants, ce qu'on appelle des revenants tardifs. Et il continuera sa carrière donc à Strasbourg pour finir sa retraite à Montfaucon, près de Besançon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et voilà, je voulais vous présenter juste quelques livres. Ça, c'est de Katie Hazan, parce que c'est tous les homes d'enfants, l'histoire des homes d'enfants. Et je ne sais pas si vous connaissez Popek, l'humoriste pour les vieilles générations, hein, pas les jeunes. Popek fait partie justement de ces enfants cachés et sauvés. Et encore 2 livres. Le livre de Lucien Dreyfus, qui était un professeur à Kléber, à Strasbourg. J'avais son nom dans le livre de mon grand-père. Je regarde sur Google et je m'aperçois qu'il a écrit un journal. Et donc j'achète tout de suite le journal et il parle de mon grand-père. Il parle de lui dans son journal. Il va être déporté, sa fille va être sauvée, mais lui va être déporté. Le 12 avril 1943, il parle dans son journal. Il dit « Les fils de Robert Lévy Dreyfus ont passé la frontière espagnole. Joseph Weil a gagné la Suisse. On est le 12 avril. Ils ont passé en Suisse le 3 avril. On n'a pas Google, on n'a aucune information. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très bien informé et que l'information se diffuse, quoi. Après, on peut plus ou moins bien passer la frontière. Mais il a passé la frontière. Ça, c'était incroyable comme découverte. Et là, un autre cousin de mon grand-père qui s'appelle Robert Weil, mais avec un seul L, qui était professeur à Sarreguemines, qui a été déporté à Auschwitz et qui en est revenu. Et la ville de Sarreguemines vient de nommer un pont à son nom. Je trouve ça très bien, très courageux, etc. Et c'était 2 cousins qui s'entendaient très bien déjà avant-guerre. Et mon grand-père va le ramener un peu à la vie. Il va beaucoup le soigner. Ils vont beaucoup parler. Ils vont revenir à la religion parce qu'après-guerre, ils avaient un peu, été des gens très pas religieux dans le sens qu'ils connaissaient beaucoup de choses, etc. Ils vont revenir à la religion, mais d'une façon un peu différente.